Oui Sport FR, 100% live. C'est l'heure de Corentin prend le contrôle, spécial top 50 des entraîneurs de la saison. Bonjour à tous, bienvenue dans CPLC spécial top 50 des entraîneurs de la saison avec notre cher coach Maxence qui sera avec nous. On a eu des idées brillantes pendant cette semaine d'intermittence sans rien faire dans ce confinement. Voilà, on va vous proposer une petite série de 5 épisodes, donc 10 entraîneurs à la fois de top 50 pour nous donner un petit aperçu de ce qu'on a pu voir sur cette saison. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura bien sûr l'inévitable Maxence Durand. Bonjour à toi Maxence. Corentin, bonjour à tous. Comment tu te sens Maxence? Là t'es prêt? T'as fait des choix un petit peu? Très ému, je t'avoue que j'ai la gorge qui pique parce que j'ai peur de blasphémer dans tous les sens. Donc que je prenais tout de suite les auditeurs, mais mes DM sur Twitter sont bloqués, hein. Ils peuvent pas m'insulter en live, donc pas m'insulter en privé, donc restez tranquille, prenez une petite bière, des cacahuètes et puis on va partager ça tous ensemble. Et de par ma présence et mon côté plus intermittence, du coup il a fallu rééquilibrer le QI football de ce débat. Et c'est pour ça que Maxence, tu nous as ramené Michael Carvalho. Bonjour Michael. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien. Oh bah ça va alors, comment tu te sens là, cette première pour toi en live, et puis du coup ce top 50, comment tu l'appréhendes? Déjà, je suis honoré de faire ma première avec vous les gars. Merci. Et ce top 50, c'est un bon exercice à faire. Voilà, les choix que j'aurais fait ne me regardent que moi. Hein, donc, il y aura des choix parfois qui seront peut-être redouteux, ou voilà, certaines personnes ne seront pas d'accord, mais après on va essayer de justifier tout ça. Bon, en tout cas, on embrasse les personnes qui seront pas d'accord avec nous, hein. On n'est toujours pas disponible sur Twitter si vous voulez venir parler avec nous. Puis on les encourage à faire pareil d'ailleurs, on encourage les auditeurs à faire leur top aussi. Exactement. Si on veut voir plus d'Antoine Comboiré dans le top 50, faites-le messieurs sur Twitter et puis vous nous l'envoyez. Donc voilà. Moi je vous propose messieurs qu'on commence sans plus attendre hein, notre top 50 parce que mine de rien on a du boulot là qui nous attend. Est-ce que notre cher coach Maxence veut bien nous commencer son top 50 là? Qui est-ce que t'as mis peut-être en carte magique là, en wildcard, notre cher Maxence? Est-ce que c'est un vrai choix? Coco, ce que je te propose peut-être avant, c'est de rappeler un peu les critères pour nos auditeurs, peut-être si tu veux bien. Tu es mon parfait pendant, Maxence, c'est que tu sais aussi me recadrer. Donc je t'en prie, Maxence, les règles du jeu. Bah écoutez, donc voilà, l'exercice qu'on va faire sur la semaine, c'est un top 50 des entraîneurs donc de la saison. Hein, on précise bien, c'est de la saison. Donc on n'est pas là pour classer les agissements des entraîneurs sur les 5-10 dernières années. C'est vraiment sur la saison 2019-2020, sur ce qu'on a pu voir, sur le travail qu'ils ont pu livrer. Donc de fait, forcément, ceux qu'on classe comme les grands entraîneurs actuels ne seront pas forcément tous devant. Et il y a des entraîneurs qui ont su cette année sortir leur joker de la manche, voilà, tout à fait. Et donc, ça va se faire autour de plusieurs critères. C'est évidemment très subjectif. Hein, il n'y a pas de vérité absolue dans ce classement. Mais si on devait dégager des critères, ça serait l'optimisation de l'effectif par rapport aux résultats obtenus. Donc, quels résultats ont été obtenus par ce coach avec l'effectif qu'il a. Le style aussi qui a été déployé. Donc, évidemment, le style, c'est les goûts et les couleurs. Tout le monde le voit de manière différente. Et éventuellement, des petites choses qu'on a pu voir au niveau tactique, au niveau du management, des petites choses qui nous ont surpris, des petites innovations et qui ont pu faire que ça a ajouté de la plus-value à leur coaching et à leur effectif pour obtenir des résultats. Voilà. Eh bien, écoute, ça me paraît. Et évidemment aussi les résultats par rapport aux attentes, hein, bien sûr. Hein, quand je parle de résultats, c'est par rapport aux attentes qu'on aurait pu avoir de ces effectifs-là. Eh ben écoute, merci. Après tout ce rappel de règles, je te propose de commencer, Maxence. Eh ben écoute, donc en numéro 50, c'est moi wildcard. Donc j'avais tout un petit groupe d'entraîneurs, 3-4 là qui ont gratté à la porte.
Mais finalement, j'ai fait le choix de mettre Olivier Pantaloni, l'entraîneur de l'AC Ajaccio, en place 50. Donc déjà parce qu'il est français, c'est toujours bête de faire du cocorico. Et aussi parce que donc l'AC Ajaccio cette année est à la lutte si le championnat devait reprendre pour l'accession à la Ligue 1. Et surtout, ça a été une bouffée d'air frais au niveau du jeu. Bon, c'est pour ça que j'ai mis Pantaloni 50e. C'est que il s'est complètement réinventé par rapport à ce qu'il avait pu proposer dans les années précédentes. Beaucoup de jeux de position, de la recherche de jeu au sol, de passer entre les lignes adverses. Donc c'était hyper sympa à regarder, beaucoup de buts marqués. Donc avec des joueurs qu'il a su mettre en valeur, hein, les Tramoni, les Courtet, les joueurs comme ça. Donc voilà, Pantaloni 50e parce que on se plaint souvent du manque d'envie et du manque de flashy en France. Et ben Pantaloni aura participé à rendre cette Ligue 2 un petit peu plus joyeuse cette année. Bon, en tout cas, Olivier Pantaloni qu'on embrasse, hein, et d'ailleurs, comme tous les coachs qu'on citera, on les embrasse tous et on ne doute pas en tout cas qu'ils sont devant leur écran à nous écouter. Michael, si tu veux commencer ton top 50 avec ton premier entraîneur, qui serait-il? Bah, comme Maxence, j'ai choisi un coach de Ligue 2, mais moi j'ai choisi Pascal Gastien de Clermont. Oui. Donc 5e de Ligue 2, 14 victoires, 8 nuls, 6 défaites. J'ai eu l'occasion de voir le match contre Niort, donc là-bas, à Clermont, en décembre. Et j'avais été très agréablement surpris par le jeu de l'équipe. Ça cherche à sortir court, ça combine, ça cherche à jouer dans l'axe, ça cherche à écarter le jeu, il y a des dédoublements, des combinaisons. Enfin, c'est vraiment, c'est travaillé, quoi. On voit Clermont jouer, on voit du travail. Donc, ça fait plaisir pour des équipes de Ligue 2. Donc, son effectif, il le place en 4-2-3-1 mais c'est pas le 4-2-3-1 pour fermer, quoi. C'est pas tout le monde derrière. Non, ça cherche à jouer, ça ressort de derrière. Et donc, ça fait plaisir de voir ça en Ligue 2, quoi. Donc, pour ça, je trouve qu'il mérite sa place de 50e. Et puis, j'avais pensé à l'entraîneur d'Ajaccio, mais clairement, c'est pas un club habitué à être dans le haut de tableau et à lutter au moins pour les barrages, quoi. Donc, pour cette raison-là, j'ai préféré choisir l'entraîneur de Clermont. Très bien. Donc on a pour l'instant Pantaloni et Gastien. Moi de mon côté, j'aurais pu mettre Thierry Henry, bien sûr, que j'embrasse affectueusement. Mais non, finalement j'ai mis un mec qui a joué encore moins de matchs que lui cette saison, c'est Marcelino. Voilà, qui n'a fait que 3 matchs avec Valence, donc assez insuffisant. Bon, il s'est fait virer pour différentes raisons, mais c'est pas de sa faute, on l'embrasse. Mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord sur la qualité de Marcelino ici. Voilà, il a payé l'abus de cocaïne de Peter Lim, donc voilà, en tout cas, Marcelino, adepte d'un jeu offensif, est très, très clair et que j'ai milité pour l'avoir à Monaco, mais malheureusement ça ne s'est pas fait, donc Marcelino sera mon 50e. Position 49, Maxence. Écoute, on enchaîne et je sais déjà que je vais faire criser des gens, mais c'est pas grave, je le place ici. Donc en 49e, j'ai Diego Simeone de l'Atlético Madrid. Ça sort les gros noms. Donc, Ah ouais. ouais. Alors, pourquoi Simeone 49e? Donc jusqu'à il y a 2 jours, il n'était pas dans mon top. Parce que j'estime que au vu de son effectif, les classements qu'il a en Liga est quand même largement en deçà des attentes. Donc il est pour l'instant 6e. Et qu'il il commence à y avoir un vrai fossé qui se fait entre les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Donc il y a le Barça, il y a le Real, il y a le FC Séville, la Real Sociedad qui commence à prendre un petit peu d'avance sur l'Atlético. J'ai toujours pas. Alors certes, et pourtant Dieu sait que moi je suis un partisan du Cholo, mais j'arrive toujours pas à trouver les progrès sur les dernières années. Et cette année, j'ai presque l'impression que ça régresse, que ça progresse vraiment. Il a perdu en solidité défensive. C'est moins bon sur transition. Ils n'ont pas vraiment réussi à remplacer Antoine Griezmann.
ce qui peut se comprendre parce que Griezmann, c'est quand même un grand joueur, on le remplace pas comme ça. Mais du coup, bon, parfois ça ressemble plus à un petit peu à une bouillie de football où on sait pas trop quelle est l'idée directrice. Mais il est sauvé par ce qu'il affiche en Ligue des Champions, où il est sorti des poules et voilà où il a affiché toute la maîtrise qu'il a sur son effectif et la capacité qu'il a de faire accepter à ses joueurs de subir et de pouvoir gagner en contrant. Et ça c'est un art et il y a que lui aujourd'hui qui est capable de faire des choses comme ça. Donc il passe la porte au finish, mais il se place 49e parce que pour moi il a les résultats en championnat et en coupe nationale sont trop faibles pour qu'il puisse aller plus haut. Très bien, pour le Cholo qui finalement apparaît déjà dans nos classements à la 49e position pour ton Maxence, Michael, position 49. Alors, en position 49, on va rester dans les entraîneurs qui sont dans les deuxièmes divisions, mais cette fois au Portugal. Et j'ai choisi de placer Vasco Seabra, l'entraîneur de Mafra, donc cinquième de l'Edman Pro, donc le championnat de deuxième division au Portugal. 10 victoires, 9 nuls et 5 défaites. Et Vasco Seabra, en fait, c'est un coach qui avait battu le record de précocité en première division au Portugal. Il a notamment entraîné Passos de Ferreira. Il avait eu des bons résultats. Et donc là, Mafra, c'est un des plus petits budgets de deuxième division au Portugal et c'est clairement un exploit de les placer cinquième dans cette division-là. Son équipe joue en 4-3-3, très plaisante à voir jouer. Voilà, il y a du jeu, ça cherche à combiner, ça cherche à jouer, ça balance pas des ballons devant. Et puis pour avoir vu quelques images de son équipe, il joue dans un stade minuscule sur un champ de patates, quoi. Et vraiment, ça a fait parler au Portugal. Et ce coach, il fait parler, il est encore très jeune et il a encore un très bel avenir devant lui. Très bien, donc Vasco Sabra, qu'on embrasse à Mafra. Tu disais de stade minuscule, effectivement, 1200 places. Hein, donc, Oui, et puis Mafra, c'est vraiment pas un club habitué à jouer le haut de tableau en deuxième division. Hein. Chaque année, il y a certains clubs qu'on attend plus ou moins. Cette année, le National, Farense, des clubs comme Varzim, qui chaque année, on les attend. Au final, ils déçoivent quasiment toujours. Et lui, il vient avec son Mafra, l'un des plus petits budgets. Il arrive à les passer cinquième, quoi. Donc c'est ça, voilà, c'est un entraîneur qui travaille, quoi. Donc c'est bien. Très bien. Moi, 49e position, j'ai décidé de mettre Slaven Bilic, ancien coach de West Ham, aujourd'hui à West Brom. Voilà, deuxième de Championship avec 70 points derrière Tonton Bielsa. Meilleure attaque du championnat, solide deuxième à 6 points devant le troisième. Si tout se passait bien avant les déboires actuels, il aurait été, je pense, dans le bon peloton pour accrocher l'accession directe. Donc voilà, après, bon, ça c'est pas un révolutionnaire du jeu, mais pour voilà, le championship c'est quand même un championnat assez compliqué. Il arrive à se dégager assez pas facilement, mais en tout cas à se dégager nettement du reste du groupe. Et puis bon, fallait bien que je trouve quand même 50 noms à mettre à la fin, donc Slaven Bilic apparaît rapidement. 49e position pour moi, Slaven Bilic, Simeone et Vasco Sebra. Maxence, 48e position. Ben écoute, on va enchaîner avec sûrement des coups de cœur de la Ligue des Champions de cette année. Donc en 48e, j'ai mis Jindřich Tripizovski, pardon. Okay, Tripizovski. Voilà, donc c'est l'entraîneur du Slavia Prague. Donc pourquoi je l'ai mis dans mes 50, pourquoi il est 48e? Parce que franchement, ça a été un des vrais coups de cœur pour moi en Ligue des Champions. Donc pour ceux qui se souviennent, le Slavia Prague, il s'était mangé la poule de la mort avec l'Inter, Dortmund et le FC Barcelone. Et on leur promettait le classique 0 points et moins 20 de goal average. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vraiment pas. Il est arrivé, il a refusé complètement de mettre le bus et de subir. Il a dit bon bah voilà, on y est. Et ben on va jouer avec nos armes. On a travaillé pour devenir champion de République tchèque. Et ben on va utiliser les mêmes ingrédients.
Et ce qui fait qu'en fait, sur 3 matchs, par exemple, donc les deux contre Dortmund et un contre l'Inter, ils se retrouvent avec plus de tirs cadrés, plus de tirs que l'adversaire. Ils ont réussi à obtenir un nul à Barcelone, un nul contre l'Inter. Donc effectivement, ils n'ont jamais été en mesure de se positionner pour se qualifier en huitième de finale. Mais voilà, ça change en fait parce que c'était une équipe qui avait vraiment des idées et des convictions très fortes. Ils ont réussi à chaque fois à s'adapter à leur adversaire. Ouais, je me souviens très bien du match aller contre l'Inter avec un 4-3-2-1 avec un marquage individuel au milieu de terrain sur le 3-5-2 d'Antonio Conte. Et ça avait complètement fait déjouer l'Inter sur quasiment tout le match. Et l'Inter s'en était bien sorti en arrachant le 2-2 en toute fin de partie. Donc voilà, il y a une grande culture dans l'histoire du football des entraîneurs de l'Est qui est peut-être un petit peu moins représenté ces dernières années. Et ben voilà, je pense que Jindřich Tripizovski, pardon, il a il a complètement remis cette culture du coaching de l'Est sur le devant de la scène. Et pour son courage et pour son ingéniosité, et sachant en plus qu'il est encore leader de son championnat, donc il va sûrement retourner en Ligue des Champions l'année prochaine, et ben il mérite de figurer dans mon top 50. Donc voilà, 48e. Très bien. Michael, je t'en prie, je peux enchaîner. 48e, un ancien joueur, un ancien grand attaquant, Pippo Inzaghi, à Benevento. Donc, premier de série B, une équipe qui joue encore et voilà, on a tous hâte de le voir l'année prochaine jouer contre son frangin. Et voilà, c'est apparemment une équipe qui joue en série B, qui joue plus vraiment, qui produit quelque chose de pas mal. 21 victoires, 6 nuls, une défaite. Voilà, il avait déjà eu de l'expérience en Serie A. Il est venu, il a osé aller en Série B et au final, il va réussir à faire monter cette équipe et c'est mérité pour lui. Et je trouvais qu'il avait sa place dans le classement. Très bien, Pippo Inzaghi, ouais, un nom assez connu, mais peut-être pas en tant qu'entraîneur, ça va peut-être permettre à des gens de découvrir Benevento. Moi de mon côté, 48e position, c'est un petit clin d'œil à Vitor Oliveira, le coach de Gil Vicente, au Portugal, que j'avais commenté avec notre cher Maxence, en tout cas pas sur le même match, mais dans un multi-Europe endiablé, qui avait vu Gil Vicente venir à bout du Sporting Lisbonne. Et voilà, Gil Vicente, qui a été réintégré cette saison, après de multiples affaires avec la Ligue, et qui voilà retrouvait la première division cette saison, et qui au final ils n'ont pas le plus gros budget, même pas le plus petit, mais ils sont là, ça faisait plus de 5 ans je crois qu'ils n'étaient pas en première division, et bien ils sont 9ème, ma foi ils font leur petit bonhomme de chemin, ils m'ont fait kiffer le temps d'un dimanche soir de janvier ou d'une période assez sombre, donc je les en remercie. T'as pu voir jouer Kraev, voilà, t'as passé un très bon moment. J'ai passé de bons moments, vraiment. Il m'avait surpris, de toute façon, à part Bruno Fernandes du côté du Sporting, il n'y avait rien à voir. Donc voilà, je me suis réfugié sur Gil Vicente et ça a été un plaisir. Donc merci Vitor Oliveira pour cette petite soirée de football assez magnifique. 47e position, Maxence. Je te propose. Et ben on enchaîne. Et en 47e position, on retourne en France, mais cette fois en Ligue 1. Et j'ai placé Christophe Galtier en 47e place. Donc pourquoi Christophe Galtier alors qu'en termes de résultats, pour l'instant il fait moins bien que l'année dernière, c'est vrai, il est quatrième de Ligue 1, derrière Paris, l'OM et Rennes. Mais déjà parce que je pense que l'année dernière c'était peut-être un classement qui profitait des déboires des autres gros, donc que ce soit Lyon, Monaco, Marseille, ou même des clubs à budget à peu près équivalent. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Christophe Galtier, c'est que c'est un entraîneur qui pense, c'est un entraîneur qui réfléchit, qui est capable de s'adapter. Voilà, il était parti sur une certaine idée en début de saison, sachant qu'on lui avait enlevé Nicolas Pepe et qu'on lui avait rajouté des joueurs comme Renato Sanchez, Victor Osimhen, etc., etc. Donc il était parti sur à peu près une même idée de jeu. Il a rapidement vu que ça marchait pas. En Ligue des Champions, ça a été très compliqué, même si, franchement, pour avoir vu quasiment tous les matchs du LOSC,
Moi, j'ai trouvé qu'il avait été très très mal payé. Les deux matchs contre l'Ajax qui perd 3-0 et 2-0 si je me trompe pas, pour moi, c'est des résultats qui ne reflètent pas du tout le match. Contre Valence, il doit gagner. Finalement, il fait qu'un nul. Enfin bref, même contre Chelsea, les défaites sont pas du tout méritées. Parce que j'ai bien aimé ce qu'il essaie de mettre en place. Voilà, c'est du Galtier. C'est pas forcément flashy. Ça va pas être de l'innovation, mais c'est sobre, c'est efficace. Voilà, il y a il s'appuie énormément sur du jeu de transition rapide parce qu'il a les joueurs pour ça. Les Iconé, les Bamba, les Renato Sanchez, les Osimhen, c'est des joueurs qui savent galoper en transition, qui vont très vite. Et en plus, en championnat, voilà, il était pas très très bien parti, mais il a su relever il a su relever la tête. Et moi, je trouve qu'il utilise avec beaucoup d'à-propos son effectif. C'est souvent très très cohérent. Et on voit généralement que quand le coach en face, lui, n'a pas forcément bien préparé son match ou que l'équipe travaille pas, et ben généralement contre Galtier ça passe pas. On l'a très bien vu. Je crois que c'était le dernier match avant l'arrêt du championnat face à Lyon, où c'était une masterclass tactique sur Garcia. Il avait complètement mis le plan lyonnais à l'eau en utilisant les couloirs, en dédoublant les couloirs à balle contre le 3-5-2 de Garcia. Lyon n'avait quasiment pas eu une seule occasion franche et Lille s'était imposé 15-0, mais ça n'était dû vraiment qu'à la maladresse des offensifs lillois. Donc voilà, Lille aujourd'hui est quatrième, est bien placé pour de nouveaux spots pour la Ligue des Champions. Et il faut saluer le travail de Galtier qui est parfois un petit peu moqué, qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'en suis pas un grand fan, mais c'est une valeur sûre aujourd'hui du championnat de France et il l'a encore prouvé cette saison. Christophe Galtier qu'on embrasse bien évidemment. Michael, 47e position, où est-ce qu'on va aller? Alors là, on va en Allemagne, les gars. Et 47e, Urs Fischer de l'Union Berlin. 11e de Bundesliga, avec 9 victoires, 3 nuls et 13 défaites. Mais je salue son travail parce que c'est donc un coach qui a fait monter l'Union Berlin l'année dernière au barrage contre Stuttgart, si je me trompe pas. Et donc 11e, alors qu'il vient de monter. Voilà, je trouve que c'est dans un championnat comme la Bundesliga, je trouve que c'est fort. Voilà. Surtout au vu de l'effectif qu'il a, hein, parce que c'est Exactement. un effectif Quand tu montres que assez limité. quand tu as un club qui monte en Bundesliga, généralement c'est pas non plus facile d'être de tout de suite faire une saison, de se maintenir et d'enchaîner les bonnes performances. Donc ouais, au vu de son effectif aussi. Donc je salue son travail. Eh bien, écoute, Surtout que c'était un club qu'on voyait pas en Bundesliga. C'est pas Stuttgart ou voilà, non, c'est un club qui vient, voilà, c'est un club qui est jamais en Bundesliga. Et là, c'est monté, ça finit pour l'instant en 11e. C'est très très bien, c'est très très bien. eh bien, écoute, Urs Fischer, ce sera un nom à découvrir. En tout cas, moi, je connaissais Lyon Berlin, mais je connaissais pas ce cher entraîneur que je vais aller étudier. De mon côté, on est 47e position, donc ce sera Eddie Howe. Je sais pas comment disent les anglo-saxons, mais voilà, il est relégable avec Bournemouth, malgré lui. Mais pourquoi je l'ai mis, c'est qu'il essaye déjà de produire du football dans cette charmante division qu'est la Première Ligue. Et surtout quand on se bat pour le maintien, c'est pas forcément une idée préconçue chez nos chers amis anglais. Mais voilà, il a le mérite en tout cas de jouer, que ce soit quand il joue le milieu de tableau ou quand il est monté, c'est toujours avec la même idée. Et voilà, qui joue pour l'Europe comme l'année dernière ou qui joue le maintien, il jouera comme ça, avec une belle équipe, mine de rien, qu'il a. Et Diao, il a aussi des joueurs comme David Brooks qui sont blessés cette saison et qui le desservent un peu. Donc, qui était un peu sa pièce maîtresse. Mais voilà, il se bat, il est 18ème à égalité avec le 16ème au moment où on parle. Je ne sais pas comment le championnat finira. Mais il est là, il a la course au maintien et on lui souhaite plein de force à ce grand penseur qui est Eddie Howe et qui a le mérite au moins d'avoir fait monter ce petit club de deux divisions. Et on espère qu'il va se maintenir parce que voilà, c'est pas avec des Brighton ou autres, même si je les aime bien, qu'on ira plus loin. Maxence, si tu veux bien passer 46e position.
Ouais, tout à fait. Bah écoute, en 46, j'ai une des révélations de... non du tout, en fait, je te dis une bêtise. Non, en 46, si, j'ai une révélation aussi. J'ai une révélation aussi, j'ai Jess Marsh, l'entraîneur du Red Bull Salzbourg. Donc que j'ai placé en 46e position. Donc honnêtement, il y a une face à deux visages pour Jess Marsh. Si on s'était basé que sur la première partie de saison, il aurait été beaucoup plus haut parce que il surdominait le championnat autrichien d'une manière assez violente et on a pu voir en Ligue des Champions, c'était la première fois d'ailleurs, je crois que le Red Bull Salzbourg se qualifiait pour la phase de poule de Ligue des Champions et ils y ont été pour faire autre chose que de la figuration. Ils ont mis une énorme claque. C'était à Genk, si je me trompe pas. C'était à Genk. Où ils leur avaient mis un set de tennis. Et puis on avait vu le match face à Liverpool qui s'était terminé sur une défaite 4-3, mais où ça avait été une orgie footballistique, de la contre-presse à balles. Où vraiment, voilà, on a vu que cette équipe, c'était un petit peu un Liverpool en miniature, avec des joueurs en fin de formation ou qui étaient d'un niveau un petit peu moindre. Mais c'était en fait, c'était l'apogée un petit peu du projet Red Bull. Voilà, donc avec Ralph Rangnick qui chapeaute tout ça, et Jess March, hein, qui est un entraîneur américain, qui était auparavant entraîneur du Red Bull New York, et qui est venu remplacer Marco Rose, dont on parlera un petit peu plus tard, à la tête du Red Bull Salzbourg. Donc voilà, un entraîneur américain en Europe, c'est toujours un peu une nouveauté. Et donc voilà, sur la première partie de saison, il était impressionnant. Après, sur la deuxième partie de saison, étant donné qu'on lui a enlevé Takumi Minamino et Erling Haaland au mercato d'hiver, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a perdu la première place en Typico Bundesliga. Donc voilà, c'est un entraîneur qui est plein de promesses, qui est très jeune, mais j'attends de voir un petit peu plus pour savoir ce qu'il est capable de donner sur le long terme. Donc il entre dans le top 50, il a forcément reculé un petit peu au vu de la deuxième partie de saison. Il y a évidemment des circonstances atténuantes, mais que ce soit sur son âge, sa volonté d'installer son jeu, et ce qu'il arrive à transmettre à son équipe, franchement c'est du top travail. Donc voilà, c'est un pari pour l'avenir. Donc pour l'instant 46e, mais je pense que si on le refait d'ici 3-4 ans, il peut être bien plus haut. Ok, Jesse Marsh du Wisconsin qu'on embrasse. 46e, Michael, je t'en prie. Alors, en 46e, j'ai décidé de placer Riza Chalimbai de Sivaspor. Donc, une des équipes qui a un petit peu fait sensation cette saison, puisqu'ils étaient pas mal de temps premiers en première division turque. 14 victoires, 7 matchs nuls, 5 défaites. Alors, lors de la dernière journée, ils étaient quatrième, mais c'est la première à domicile. Et voilà, dans un championnat où les gros sont de plus en plus décevants, surtout Galatasaray, enfin encore Galatasaray non, parce qu'ils sont encore bien revenus sur la fin de saison, mais des clubs comme Fenerbahçe, voilà, chaque année on les attend et très souvent ils déçoivent ces dernières années. Voir des équipes qui sortent du lot comme Sivasspor, comme Istanbul Başakşehir, c'est bien et ça permet de faire émerger des entraîneurs turcs et de pas toujours voir les mêmes comme Fatih Terim ou comme Şenol Güneş. Donc voilà, je trouve que placer Sivasspor quatrième, c'est très très bien. C'est pas un club qui est habitué à jouer le haut du classement. Je me souviens de tour préliminaire d'Europa League, mais il y a des années, c'était il y a plus de 10 ans. Je crois qu'ils avaient joué contre Braga. Mais sinon, Sivasspor, c'est vraiment pas un club dont on entend parler, donc c'est bien de les voir à cette place-là. Et si ça peut permettre à la Turquie de développer leurs entraîneurs, c'est tant mieux. Eh bien écoute, encore une découverte pour moi. Là, je suis en pleine expérience, hein, avec vous, messieurs. C'est aussi ça le plaisir du top 50, puisque moi, je vais intégrer à la 46e position Maurizio Sarri. Je sais pas s'il est dans votre top 50, on le découvrira plus tard, mais voilà, moi il apparaît déjà. Il apparaît plus ou moins quand même avec de la chance, je dirais, même s'il est premier avec la Juve, mais globalement de ce qui nous avait habitué ces dernières saisons, c'est pas tellement intéressant cette Juve là, même si on avait tous hâte, je pense.
Il a eu le mérite de redonner des couleurs à Paulo Dybala et je pense que ça le sauve en tout cas dans mon cœur. Mais voilà, il arrive déjà, il est premier quand même de Serie A. Mais son match contre Lyon, en tout cas sa tactique mise en place contre Lyon en Ligue des Champions et se faire fouetter par Rudy, ça pèse contre lui et c'est pour ça qu'il apparaît déjà moi dans mon top, hein. Donc voilà, Maurizio Sarri. Place 45, on est à la mi-chemin. Non. Ouais, on dépasse la mi-chemin, Maxence, de cette première vidéo. Tout à fait. Et on va continuer sur les découvertes. Parce que mon entraîneur en 45, c'est João Pedro Sousa. Donc, qui est João Pedro Sousa? C'est l'entraîneur de Famalicão au Portugal. Donc, Famalicão qui a été un peu le tube de l'été au Portugal. Donc, qu'est-ce que Famalicão? C'est un promu, si je me trompe pas. Oui. Ils sont promus en première division en Liga NOS cette saison. Et c'est une équipe filiale de l'Atlético Madrid. Donc, l'Atlético Madrid y a envoyé pas mal de ces jeunes en développement cette saison. Et en fait, Famalicão a viré l'entraîneur qui les avait fait monter. Ils se sont séparés. Et donc, ils ont signé João Pedro Sousa, qui était l'ancien assistant de Carlo Ancelotti à Everton l'année dernière quand il était arrivé. Et donc, et de Marco Silva juste avant, exactement, tout à fait. Oui, non, c'était de Marco Silva, pas de Ancelotti, excuse-moi, de Marco Silva. Oui, tout à fait. Je me suis trompé, mais il était resté quand même avec Ancelotti sur la fin de la saison. Exactement. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a été qu'assistant toute sa vie. Donc il a quasiment travaillé qu'avec Marco Silva. Et là, il a enfin pris son envol, donc en tant que numéro 1 à Famalicão. Et comme je disais, ça a été le tube de l'été au Portugal. Ils ont été très très longtemps en tête du championnat, en étant capable de tenir les gros. Il semble que ça avait battu Porto et que ça avait dû battre le Sporting de mémoire. Et donc bon, malheureusement, ça s'est un petit peu effondré au fur et à mesure, pas aidé par pas mal de blessures de joueurs majeurs. Mais en plus de ça, il a réussi à développer justement ces jeunes de l'Atlético Madrid. Et ce qui fait que voilà, je le place dans mon top parce que c'est du vrai travail. Voilà, il a vraiment développé des mecs comme Neuen Pérez qui est prêté par l'Atlético, Diogo Gonçalves, Nicolas Chiapakas. C'est des mecs voilà qui font une bête de saison. Ross Racic aussi qui est prêté par Valence. Donc il est un petit peu dans l'écurie aussi de Jorge Mendes, si je me trompe pas. Et donc voilà, c'est encore un énième exemple d'entraîneur portugais qui est passé en tant qu'adjoint et qui prend son envol. Il a 48 ans, qui prend son envol et qui arrive à avoir des résultats avec un effectif qui n'avait absolument pas qui ne visait absolument pas le haut de tableau en début de saison. C'est ça. Mais c'est dommage, je sais pas ce que t'en penses, mais ils étaient premiers très longtemps, là ils sont 7e, il me semble. Oui, ou 5e, attends, je sais plus. Je crois que c'est 7e, mais il y a c'est possible. Devant, après, c'est vrai qu'ils sont vraiment. Je suis pas sûr, mais je vais vous chercher ça, messieurs. Vraiment effondrés. Mais donc, ça sera à voir sur la durée, ça sera intéressant. Tout à fait. Famalicão est 7e, ouais. Un point du 5e. Ouais, donc il y a eu une vraie. Voilà, c'est la sensation. Une vraie mauvaise série. Ouais. Mais c'est vrai que. En plus, nous, au Portugal, on n'a pas l'habitude de voir ces clubs-là truster le haut du tableau. Et encore moins être premier, où d'habitude Benfica et Porto arrivent à truster assez rapidement le leadership. Donc, non, c'était une très bonne surprise. Et c'était un premier, ouais, tout à fait. C'est ça, ça faisait plus, je crois, 20 ans qu'ils n'étaient pas remontés. Et de les voir et de les voir arriver premiers, ça a choqué tout le monde. Tout à fait. Donc voilà, João Antonio Sousa, pardon. Ouais, qu'on retrouvera peut-être nos spoilers plus tard. 45e place, Michael, est-ce qu'on est du côté du Portugal ou ailleurs? Alors, on est ailleurs, mais on est du côté de quelqu'un dont on a déjà parlé, c'est Slaven Bilic. Ah, entraîneur de West Brom, qui a, je trouve, il aurait peut-être été plus haut si on avait fini la saison, si on avait pu voir, enfin voilà, s'il avait obtenu la montée ou
où, voilà, ça aurait pu changer. Mais au vu de l'effectif qu'il a, je pense que il a le meilleur effectif de Championship, avec des joueurs comme Krovinovic, Mateus Pereira. Enfin, il a des joueurs. J'ai eu la chance, l'opportunité cette année de voir Cardiff West Bromwich, donc à Cardiff, et ils avaient perdu 2-1. Donc c'est même à partir de là que, enfin voilà, Bielsa avait pu revenir sur eux. Et c'est une belle équipe. Ils ont des bons joueurs. C'est mais on n'a pas l'impression que Slaven Bilic pour l'instant ait encore trouvé la formule optimale pour les joueurs qu'il a. C'est la sensation que ça me donne. Mais ils méritent d'être dans ce top parce que voilà, ils ont été quand même premiers une petite partie de la saison à la lutte avec le livre de Bielsa. Donc voilà. Mais c'est une très belle équipe avec des très bons joueurs. Très bien, Slaven Bilic, donc on retrouve une deuxième fois, à voir s'il fera le grand chelem et il sera dans le top 50 de Maxence. Moi de mon côté, c'est un entraîneur qui me tient particulièrement à cœur, c'est notre cher Stéphane Moulin, voilà, l'entraîneur de la Dallangevine, voilà, que j'aime beaucoup, 10e de Ligue 1, il était voilà, au milieu, il pouvait jouer l'Europe comme il pouvait jouer le maintien, c'était à lui de choisir, donc voilà, il arrive à maintenir Angers, quoi qu'il arrive dans ses eaux chaque année en proposant tantôt du bon jeu comme voilà, du jeu on va dire de possession et du jeu parfois plus défensif. Même si des fois il est beaucoup raillé, moi je l'aime bien, Stéphane Moulin, je prends toujours du plaisir quand je regarde Angers. Et faut pas oublier que ça fait 8 ans, 9 ans qu'il est en poste au même club, donc voilà, une longévité quand même assez importante, surtout à l'échelle actuelle du football. Donc voilà, Stéphane Moulin en 45e position, ça me paraît bien, puis ça me paraît bien de le mentionner surtout. Donc voilà, Maxence, 44e position. Alors en 44e position, ça sera mon seul sélectionneur de mon top 50. Et j'ai choisi de placer Markku Kanerva, donc le sélectionneur de la Finlande. Donc pour une raison principale et qui suffit à elle-même à le mettre dans ce top, c'est que c'est le premier sélectionneur à réussir à qualifier la Finlande pour une compétition internationale. Donc pour l'Euro, la Finlande ne passera même pas par les barrages et sera directement qualifiée pour l'Euro qui était prévu cet été mais qui finalement aura lieu en 2021. Et ça, c'est tout au mérite de Markku Kanerva qui a réussi à faire progresser cette équipe de Finlande qui est un petit peu, entre guillemets, le petit, le vilain petit canard des équipes scandinaves. On a beaucoup plus tendance à parler du Danemark, de la Suède, voire même de la Norvège, hein, qui a une équipe qui commence à se développer et qui commence à faire peur. Hein. On passe à Erling Haaland, Martin Odegaard, etc. Et on parle jamais trop de la Finlande, parce que c'est vrai que c'est un championnat qu'on ne croise même pas trop rarement en Coupe d'Europe. Voilà, les seuls souvenirs moi que j'ai, c'est le SJK qu'on avait croisé avec Sochaux en Coupe Intertoto à l'époque, hein, donc c'était il y a 15 ans. Donc voilà, et franchement un grand mérite à lui de qualifier la Finlande pour sa première compétition internationale. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez linéaire. Il a été entraîneur d'Helsinki au début des années 2000. Et après, il a toujours été au sein de la fédération, au sein de la fédération finlandaise. Donc il a eu les espoirs pendant 6 ans. Après, il a été adjoint, il a fait de l'intérim, il a été directeur technique national. Et puis à partir de 2016, il a repris de nouveau l'équipe pour ne plus la lâcher. Donc ça fait 4 ans qu'il est en poste. Il a remplacé, il a remplacé Kate Armstrong. Et donc voilà, bravo à lui d'avoir qualifié la Finlande. Alors j'en ai vu quelques images. Bon, c'est du football scandinave un petit peu à l'ancienne. Moi, ça m'a rappelé un petit peu la Danish Dynamite de 1992 qui avait gagné l'Euro. Et voilà, c'est beaucoup de jeux directs avec des joueurs qui physiquement en imposent. C'est pas forcément très très beau à regarder jouer, mais c'est assez efficace et ça a apporté ses fruits. Donc bravo à lui. Voilà, Markku Kanerva, 44e. Et j'ai une question, Max, parce que justement j'avais pensé à lui aussi, mais ce qui m'a fait un peu hésiter, c'est justement que l'Euro n'a pas été joué. Mais est-ce que tu penses qu'ils auraient fait un beau parcours? Je pense quand même qu'en termes d'effectifs, ça aurait été un peu compliqué.
Surtout qu'en plus, si je me trompe pas, alors attends, il faut juste que je retrouve parce que j'avais noté la poule. Tac, 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 tac. Attends. Je l'ai plus. La poule. Ils avaient quand même une poule assez compliquée, donc je les aurais pas forcément vu sortir. Mais rien que le fait de se qualifier, je pense, pour un pays comme la Finlande, ça Ouais. mérite quand même d'être noté et de rentrer dans le top 1. Donc là, tu vois, la Finlande est avec le Belgique, le Danemark et la Russie. Donc bon, il y avait Ah très oui. peu de chances qu'ils puissent passer. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Et rien que pour le fait de se qualifier, ça mérite une place dans le top 50, même si l'Euro ne sera pas joué. Eh bien, écoute, merci Maxence pour le sélectionneur de la Finlande. 44e position, Mickaël, je t'en prie, c'est à toi. Alors, pour moi, ça sera le seul entraîneur hors d'Europe. Et ça sera l'entraîneur des Seattle Sounders, Brian Schmelzer, donc champion de MLS, qui a gagné face au Toronto. Et donc voilà, Seattle Sounders, une des plus grandes franchises de MLS. Seattle, sûrement une des villes qui vit le plus pour le soccer, avec un stade quasiment plein à chaque match, et qui retrouve donc le titre. Donc voilà, je trouvais que la MLS qui est souvent raillée, mais on voit que c'est pas non plus facile d'aller la gagner. Hein. Il y a quand même des entraîneurs qui y vont. Il y avait à l'Atalanta, Martino, c'était ouais, mais Tata Martino qui était à ouais, bah c'est ça, Tata Atlanta. Martino, Ouais, c'est ça, Atlanta, ouais. À Atlanta, ouais. Ouais. Il y a l'ancien adjoint de Guardiola qui était à New York. À New York, ouais. T'as Thierry Henry qui est à l'Impact de Il y a Thierry Montréal. Henry, il y avait un Hollandais aussi, je me souviens plus son nom, qui était en Angleterre, enfin qui était passé aussi par là-bas. Et c'est toujours voilà, ils vont pas forcément, ils viennent avec leur expérience d'entraîneur en Europe, ils viennent là-bas et ils gagnent pas forcément le titre. Et donc là, voilà, Brian Schmelzer, un Américain. Et donc c'est bien parce que ça montre aussi que les Américains, bah, ça arrive à produire des entraîneurs. Donc comme tu as dit tout à l'heure, il y en a un qui est au Red Bull à Salzbourg. Si je me trompe pas, il y a un Américain à Schalke en Allemagne. Si je me trompe pas. Attends, on va regarder ça. Il me semble je sais plus s'il est binational ou pas, mais faudrait Ah voir. ouais. Ben, bon, après je sais pas s'il a De été mère américano-allemand. bon voilà. Binational, ouais. Mais je sais pas s'il a entraîné là-bas ou quoi. Mais je trouve ça bien de voir voilà que les Américains aussi arrivent à produire des entraîneurs et à voir si un jour Brent Schmelzer tente sa chance en Europe. C'est vrai Mais je que trouve que ouais. non, non, je disais, c'est vrai que depuis, il y a eu Bob Bradley qui était passé un petit peu à Swansea Ouais. il y a quelques années. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas eu d'entraîneur américain. Et donc là, ça commence à sortir un petit peu, donc je trouve ça cool en fait. Très bien, très bien. Donc, tu nous as dit que c'était Schmelzer. Schmelzer. Très bien. Moi, je vais rester hors d'Europe aussi pour ma 44e position, pardon. Ce sera Gabi Heinze avec Vélez. Voilà, il sort de la meilleure saison de sa carrière, en tout cas en tant que coach, notre cher Gabi. Et Vélez s'est classé 3ème du championnat argentin derrière River et Boca. Donc voilà, je trouve qu'il méritait sa place. C'est bon, il a fini ex aequo avec bon nombre de monde. Mais voilà, écoute, j'ai pas vu spécialement de match de Vélez pour pouvoir me prononcer plus que ça. Mais c'est un petit clin d'œil aussi à la France. Et à un joueur qu'on a, je pense, apprécié pour la plupart. Mais voilà, Gabi Heinze avec Vélez, ça a le mérite de faire parler un petit peu. Donc voilà. 43e position, Maxence. On rentre bientôt dans le sprint final. Hein. Alors, en 43e position, je retourne en Ligue 1 aussi et je sélectionne Olivier Dalloglio. Donc, Olivier Dalloglio, bon, bah, on commence à en entendre parler de manière assez régulière. Hein. C'était déjà le cas avec Dijon, où il avait fait de l'excellent travail. Cette année, il a remplacé Jean-Marc Furlan, qui avait réussi à faire remonter le Stade Brestois 29 en Ligue 1.
Malheureusement, pour des divergences d'opinion avec son président, il a pas pu rester. Et donc, le Stade Brestois a parié sur Dalloglio. Et je pense que c'était le meilleur choix possible pour remplacer Furlan en voulant prendre un coach français. Parce que Dalloglio, voilà, c'est quelqu'un qui a des idées, qui sait pourquoi il entraîne, qui sait pourquoi son équipe doit jouer. Parce que il y a des spectateurs qui viennent au stade, donc il faut leur donner du spectacle. Et aussi pour donner plaisir à ces joueurs de jouer, parce que on sait que Brest ne jouera pas l'Europe, on sait que Brest ne jouera pas le titre, qu'ils seront amenés à perdre des matchs. Et si tu perds des matchs en ayant bétonné, non seulement tu n'as pas progressé et tes joueurs ils perdent en motivation, ils croient plus en ton projet, mais au moins si tu as essayé de jouer, si tu as essayé de produire quelque chose, ben non seulement tu peux embêter les meilleurs, mais même si tu perds, eh ben tu as un projet, un fil rouge qui se dégage. Et c'est exactement ce qui se passe à Brest. Brest qui est en phase de se maintenir, ma foi, assez tranquillement si le championnat devait reprendre. Alors qu'il a un effectif qui est, en somme toute, assez limité. Il y a eu très peu d'arrivées par rapport à l'équipe qui était promue. Donc voilà, donc félicitations à Dalloglio qui a des petits moments de ciel bleu dans notre Ligue 1 toutes les semaines, tous les samedis soirs. Et donc voilà, ça méritait d'être dans ce top et d'être encouragé parce que c'était à Dijon, enfin quand c'était à Dijon et maintenant aujourd'hui à Brest, c'est vraiment du super travail. Donc voilà, Dalloglio, il est 43e chez moi. Ah, tonton Dalloglio qu'on devrait peut-être revoir, je pense, plus tard dans certains top 50. Michael, je t'en prie, 43e position. Il nous reste 3 coachs, en tout cas pour toi et moi, à énoncer, donc je t'en prie. Alors, 43e, un entraîneur français, Valérien Ismaël. Donc, l'entraîneur de LASK Linz, qui fait une très bonne saison, qui est leader de son championnat avec Linz, et qui a joué, il a fait seulement l'aller, je crois, contre United. Contre Manchester, ouais, tout à fait. Non, il y a eu que l'aller. Il y a eu le 5-0 à Old. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'était là-bas. C'était à Linz. C'était à Linz, pardon. C'est à Linz. Et après, voilà, c'est énorme ce qu'il arrive à faire là-bas. Linz, c'est pas une équipe habituée non plus à aller loin en Europe, à être leader de son championnat. C'est énorme. Ça donne envie d'en savoir plus en fait sur lui, de voir ce qu'il va donner dans les années qui viennent. Et puis après, voilà, il a pris un score très lourd face à ce Manchester-là. Et c'était aussi c'était à huis clos. C'était lors des derniers matchs joués en Europe à cause du coronavirus. Et à savoir si ça a pas un peu conditionné ou pas. Genre, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait une saison énorme, qui fait du très bon travail avec son équipe et à voir ce qu'il va faire dans le futur. Soit avec cette équipe-là, soit avec une autre équipe en Europe. Mais en tout cas, il fait partie des entraîneurs français et européens très prometteurs. Valérien Ismaël, un nom que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté parler, en tout cas pour ma part. 43e position, pour moi on en a déjà parlé, ce sera Joao Souza de Famalicão. Maxence en a déjà bien parlé, donc voilà. Entraîneur en tout cas club promu, il arrive à les emmener loin, en tout cas en début de saison. Maxence a bien expliqué la passe actuelle qui traversait, donc j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Il mérite d'être dans ce top 50 et il mérite d'être suivi à l'avenir, ce cher Joao Souza. Donc voilà, Dalloglio, Valérien Ismaël et Joao Souza pour notre 43e position. Maxence, il nous reste plus que 2 noms déjà à dire, ça passe assez vite, donc on a encore un petit peu de temps, mais je t'en prie, qui est ton 42e entraîneur? En 42e place, j'ai Luis Castro du Shakhtar Donetsk. Donc Luis Castro, j'ai choisi de le mettre là. Pourquoi? Parce que même s'il a parfaitement réussi la transition après le départ de Paulo Fonseca à la Roma, ce qui était pas forcément quelque chose de facile, parce que Fonseca il avait eu d'excellents résultats avec le Shakhtar, aussi bien sur les championnats domestiques que qu'en Coupe d'Europe. Donc il était parti du Victoria Guimaraes pour arriver au Shakhtar. Donc de très belles stats, 17 victoires, 5 nuls, 4 défaites.
Après, pourquoi je le mets pas plus haut? Parce que j'attends encore de voir la progression dans le jeu. Pour avoir pas mal regardé le Shakhtar cette année, j'ai l'impression qu'il a tendance quand même à beaucoup s'appuyer, et le fait, et c'est complètement logique, hein, qu'il a beaucoup s'appuyer sur ce qui a été fait ce qui a été mis en place par Paulo Fonseca. C'est un petit peu la même idée de jeu, on va dire. Mais j'attends de savoir si ce Shakhtar est capable de passer encore un step sous la houlette de Castro pour devenir vraiment un club du subtop européen, mais vraiment un club régulier du subtop européen qui puisse jouer et éventuellement embêter les gros sur certaines confrontations. Mais après, en tout cas, franchement, j'encourage ceux qui ne connaissent pas à aller regarder le Shakhtar parce que ça jouait déjà très bien avec Fonseca et Castro a complètement réussi à suivre le mouvement et j'attends de voir parce que voilà, il était en année 1, c'était pas forcément facile. J'attends de voir en année 2 s'il va être capable de faire monter encore la sauce d'apporter d'autres choses à ce groupe pour le rendre encore meilleur. Voilà. Et si je peux rajouter quelque chose sur Castro, c'est vrai que bah, si on se regarde sa double confrontation contre Benfica en Europa League, là il passe, hein, il les élimine. Mais il y a du très bon, mais aussi il y a aussi un peu de mauvais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'erreurs défensives, j'ai trouvé beaucoup de phases de jeu assez instables. Donc Tout à fait. après, j'en fais quand même un des peut-être pas favori de l'Europa League, mais un sérieux un sérieux prétendant au titre, on va dire. Ah non, non, je suis d'accord avec toi, mais justement, tu vois, j'attends de voir si Et je suis Castro d'accord, va ouais, être capable exactement. de les emmener en demi-finale ou au bout, quoi, parce que c'est quelque chose qui C'est n'a ça. pas vraiment été réussi sur les années précédentes, même si Luchescu l'avait gagné en 2009, si je me trompe pas. Mais j'attends de voir s'il arrive à faire ce que Fonseca n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire à gagner ou aller jouer une finale européenne, quoi. Et bien voilà pour Luis Castro du côté de Maxence. Michael, je t'en prie, 42e position. Alors 42e, Steven Gerrard, l'entraîneur des Rangers. Ouais. Donc, je sais pas si vous allez le mettre dans votre top, s'il sera peut-être un peu plus Il est haut un peu plus haut chez moi. ou, Ouais, ou un peu plus pas, haut aussi chez mais moi, ouais. en fait, j'ai décidé de le mettre dans à cette place-là parce que bon, voilà, c'est, voilà, il fait un bon parcours en Europa League, euh, mais c'est un championnat en fait, il est trop loin par rapport à Glasgow et je me mets à la place par exemple, des supporters des Rangers. Je pense que pour eux, c'est inadmissible d'être aussi loin que du Celtic en fait, d'être aussi loin. Donc c'est un peu ce qui fait ce classement-là. Mais c'est clairement un entraîneur prometteur. Je veux dire, son équipe, elle est très belle. Moi, je suis fan de son attaquant Morelos. Vraiment, je trouve que c'est un très bon attaquant. Son équipe, elle joue bien. Elle fait penser un petit peu au Liverpool. Hein. C'est un peu animé de la même façon avec son 4-3-3. Euh, mais voilà, en championnat, c'est un peu décevant quand même. Je crois qu'il a plus de 12 points, je crois, de retard par rapport au Celtic. Et, Attends, j'ai trop trouvé ça. et c'est Possible. juste, voilà, c'est un peu dommage. Après, voilà, face à Braga, il perdait 2-0, il a réussi à les faire revenir. Ensuite, Il était à il a 13 points réussi à avec un gagner. match en moins. Ouais, voilà. C'est dommage. C'est un peu la tache noire sur son année, mais bon, c'est un jeune entraîneur, donc c'est très prometteur. C'est très, très prometteur. Voilà pour Stevie G, que les fans de Liverpool apprécieront. De mon côté, on a déjà parlé aussi. C'est Pascal Gastien, 42e position. Dans une ville de rugby, il arrive à faire aimer le foot. Donc voilà, il était 5e de Ligue 2 avant le coronavirus. Il était en bonne position pour les barrages. Il pouvait encore jouer le titre en Ligue 2 pour un club comme Clermont qui est le 16e budget de ce championnat. Donc voilà, il arrive à faire avec les moyens du bord et à construire son équipe qui se voit généralement amputée d'un ou deux bons joueurs chaque saison. Il me semble que cette saison, il avait perdu Florian Hayé et sa charnière centrale. Donc voilà, il arrive à rebâtir à chaque fois pour un entraîneur qui n'est finalement pas si coté que ça. Voilà, c'est toujours plaisant, il s'exprime toujours bien, il a des idées claires et c'est toujours apprécié de ses joueurs. Donc Pascal Gastien mérite, en tout cas pour ma part, sa position dans ce classement.
Dernier entraîneur, on est pile poil dans les temps, c'est beau des fois la vie quand même comment elle est faite. Donc Maxence, je t'en prie, qui est ton dernier entraîneur pour aujourd'hui? Écoute, tu en as déjà très bien parlé tout à l'heure. Moi, en 41e, j'ai Gabi Heinze. Donc, Gabi Heinze, qui est, je pense, doit être le seul entraîneur au chômage du top 50. Parce que Gabi Heinze a démissionné de son poste d'entraîneur de Vélez, donc juste avant l'arrêt des championnats. Donc, pour des histoires de petites brouilles avec, pour des petites qui, à mon avis, doivent être des grosses, mais des brouilles avec ses dirigeants. Et peut-être parce que il y a certains bruits qui disent que un club européen serait intéressé par ses services. Donc à quasiment mi-parcours, voire non même un peu moins. Non c'est ça, il y a à mi-parcours pardon. À mi-parcours il était troisième du championnat d'Argentine. Donc pour Vélez c'est vraiment très bien. Donc juste derrière River et Boca, même si bon, il était un petit peu décroché, donc il n'aurait pas pu jouer le titre. Mais la qualification en Libertadores était largement jouable. Et puis pour le jeu, alors donc moi j'ai regardé 2-3 matchs de Vélez parce que j'avais lu des articles qui disaient que c'était beaucoup dans l'esprit Bielsa, avec énormément d'intensité, de course, des schémas offensifs répétés, etc. Et effectivement, on retrouve certains points qu'on peut voir quand on regarde des équipes du Don. Après, c'est un jeune entraîneur, hein, Gabi Heinze. Il a encore le temps de progresser. Sa carrière est assez linéaire pour l'instant. Donc c'est un pari aussi un petit peu sur l'avenir parce que je pense que c'est un entraîneur qui peut donner quelque chose. Et c'est vrai que franchement, si ces rumeurs d'arriver en Europe devaient se confirmer, bah franchement, ça serait vraiment intéressant à regarder pour voir quelles sont les idées qu'il anime et qu'est-ce qu'il serait capable d'apporter. Voilà. Très bien, Gabi Donc Heinze. il était à Argentinos Junior, à Argentinos qu'il a fait monter en première division l'année dernière. Il y a 2 ans, pardon, il y a 2 ans, en Vélez. Gabi Heinze qu'on retrouve pour une deuxième fois dans ce classement. Par qui on va finir de ton top en tout cas, Michael? Et ben, de mon côté, on va finir avec Frank Lampard, voilà, l'entraîneur de Chelsea, quatrième de championnat, 48 points pour sa première saison du côté de Chelsea. Voilà, qui avait été quand même pas mal décrié lors des premières journées qu'il avait joué. Et puis au final, ça avait. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que son équipe, elle joue pas trop mal. Je trouve qu'il tente des choses, il essaie de ressortir court. Enfin, il y a des idées. Après, voilà, est-ce qu'il s'appuie encore beaucoup sur le travail de son prédécesseur ou pas? Ça, on sait pas trop. Mais en tout cas, je trouve, voilà, quatrième avec son Chelsea, on peut s'attendre. Je trouve que c'est peut-être mitigé. Peut-être qu'on s'attendait à mieux, peut-être qu'on s'attendait à plus. Mais je trouve que c'est ce qu'il a tenté de faire, ce qu'il essaie de faire, je trouve que c'est déjà pas mal pour un jeune entraîneur. Donc voilà, je trouve que qu'il a beaucoup d'avenir. Écoute, Frank Lampard, qu'on devrait peut-être retrouver dans nos tops, sauf mes aventures. Moi, de mon côté, on n'en a pas encore parlé non plus. Ce sera, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Pascal aussi, Pascal Clément, l'entraîneur du club Bruges. Voilà, le premier qui, en tout cas, sacré champion officiellement cette saison. Voilà, il a mis 15 points dans la tête à tout le monde avec son équipe. Je me rappelle d'un match endiablé aussi à Bernabeu avec un match nul 2-2, il menait 2-0. C'est Philippe Clément, pardon, oh le blasphème. Philippe Clément, ouais, j'allais te le dire. Ouais, Philippe Clément, bah, en tout cas on l'embrasse, hein, Philippe. Mais ouais, il a marché sur la Belgique, voilà. Après, il a réussi à tenir tête un petit peu à Manchester United en Ligue Europa après avoir fini 3ème en Ligue des Champions, mais il s'est fait balayer au retour 5-0. Bon, après l'exclusion, bien sûr, à la 22e minute de son joueur, donc il y a 10 contre 11. Voilà, il a des belles idées, il avait également des bons joueurs sous son épaule, comme Diatta, etc.
Voilà, il mérite, je pense, sa place, en tout cas pour ma part, dans ce classement. Et s'il est capable de répéter ce genre de prestations, en tout cas avec son équipe, ça pourra peut-être lui ouvrir les portes d'un plus gros club. Mais voilà, il installe le club Bruges, en tout cas, comme une place forte du football, qui était peut-être plus Anderlecht ces dernières années. Voilà pour ce premier top 10, messieurs. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on débatte un petit peu de certains choix. Maxence, je sais pas s'il y a des choix qui t'ont interpellé ou autre. Bah écoute, non, pas particulièrement. D'accord. Alors après moi ça aurait été peut-être plus sur le classement de Maurizio Sarri parce que bon après c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que voilà c'est il y a pas forcément la progression qu'on attendait. Mais bon écoute pour l'instant au niveau des résultats c'est là, il y a quand même quelques petits progrès sur certaines phases et bon on sait que ces idées demandent du temps donc c'est vrai que bon, moi je l'ai mis un petit peu plus haut, donc voilà, c'est ce qui m'avait un petit peu étonné, mais sinon rien de. Et vous n'avez pas trop blasphémé, messieurs, vous avez été très bons. J'essaye de tenir au niveau là, tu vois, je me suis mouillé la nuque sur deux trois noms que je ne connaissais pas. Donc Ah voilà, je suis là. j'ai ouvert ma meilleure page Wikipédia. Mais voilà, non, mais pour Sarri, en tout cas, pour te répondre, j'étais assez déçu dans le sens où tu vois, tu prends cet entraîneur, surtout avec l'effectif qui récupère. Tu sais, tu t'attends à quelque chose de précis et c'est pas forcément ce qui a été livré jusqu'à Mm. présent. Puis je pense que Ah oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord le avec toi. passage, en tout cas en huitième là, face à Lyon, a aussi causé pas mal de tort. Là, ça commençait à être un peu décadent en termes de jeu, surtout je pense après la trêve, plus que ça l'a été en tout cas en début de saison. Et puis il a pas mal été porté quand même par Cristiano et Dybala, ce qui est logique quand t'as deux tels joueurs. Mais voilà, on s'attendait quand même à plus, surtout avec Ouais, je suis d'accord l'effectif. avec toi. Surtout avec l'effectif, Je c'est suis d'accord normal avec toi. qu'il soit premier, quoi. Ah ouais, non, Enfin je suis d'accord voilà, avec toi. Mickaël, toi je sais pas si t'as des choses qui t'ont fait réagir un petit peu dans nos classements respectifs. Non, Non, rien qui t'a fait tiquer pour l'instant. Là, je voulais savoir si vous avez pu entendre tout ce que j'avais dit sur Lampard ou pas, parce qu'après Ouais, Petit problème j'ai eu une technique. coupure, ouais, c'était j'ai eu bon. un petit problème technique. Ouais. Ouais, c'est la Ok, magie du direct. Ouais. non, j'ai trouvé que c'était cohérent. J'ai trouvé que ce que vous disiez était cohérent. Voilà. Voilà, donc si on n'a pas d'autres réclamations, en tout cas, si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, voilà, vous nous identifiez, coach Maxence, moi. Je sais pas, Mickaël, t'as Twitter, Mickaël? Ouais, je l'ai, mais j'utilise pas beaucoup. D'accord. Ah bah écoute, C'est pas le réseau social que j'utilise le d'accord. plus. Eh bien, en tout cas, avec coach Maxence, donc voilà, il y a les arrobas de Wisport. Il y a pas les notes, mais vous nous trouvez facilement si vous cherchez bien. Donc voilà. Vous pouvez nous poser des questions. On s'en posera peut-être. J'essaierai de nous en poser une petite en début de prochaine session. Voilà. Puis on se donne rendez-vous pour les prochaines places 40 à 31, messieurs. Ça va peut-être commencer à piquer un peu plus. J'en attends pas moins. Hein. Bon allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, nos chers auditeurs, et puis je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 2 de CPLC spécial top 50 des entraîneurs de la saison. Bye. Ciao! Ciao, ciao!